On prête à Bernanos l'affirmation que le génie est une pensée d'enfant réalisée à l'âge mûr. Alors toi, Jean, qui a un goût particulier pour les fossiles et pour l'archéologie, on pourrait peut-être plonger dans l'archéologie de ta mémoire et aller voir du côté des souvenirs d'enfance et des aspirations intimes qui ont fondé ton œuvre. C'est vrai que mon enfance a été marquée par les ruines. C'est quelque chose qui m'a fasciné, qui est pour moi un terrain de jeu, qui n'est pas quelque chose de négatif. Parce que avec mes parents, j'habitais dans un quartier d'Asnières qui s'appelle Bécon-les-Bruyères, qui a été sinistré à 80% pendant la guerre, par les bombardements alliés. Parce que le quartier de Bécon-les-Bruyères jouxtait le quartier de Bois-Colombes, où il y avait Hispano-Suiza, il y avait Hotchkiss, il y avait des grosses entreprises qui faisaient de l'armement. Donc ça a été pilonné, et comme il pilonnait de très haut, tout le quartier de Bécon-les-Bruyères était rasé. Et donc c'est resté, moi j'étais jeune à la guerre, mais c'est resté dans l'état de démolition très longtemps après la guerre. Ça pourrait être reconstruit comme ça, à coup de baguette magique, ça a été assez long, et on jouait dans ces maisons démolies. Donc pour moi, cette notion de ruine, de choses cassées, pour moi c'est un jeu, c'est un terrain de jeu. Intéressant, c'est l'enduit qui est acrylique avec du sable, qui accroche bien le crayon et donc ça permet d'avoir des choses assez contrastées au niveau du trait. Alors, au commencement était le dessin. En ce qui me concerne, parce qu'il y a des sculpteurs qui ne dessinent pas, mais moi je suis obligé de passer par le dessin. C'est-à-dire que ma mémoire fonctionne à partir de l'écrit, du papier, du crayon et du cerveau. Donc je suis obligé de dessiner. Et puis à partir de là, bon, quand j'ai dessiné, je sais pas moi, 10-15 trucs sur la même idée, quelquefois il y a une forme qui sort du lot, qui est plus intéressante. Et à partir de là, je peux passer à une phase maquette. La forme élue, en fait. Ouais, la forme élue. Et je fais des maquettes très rapides en polystyrène expansé. Bon. Alors des maquettes comme ça, je peux en faire, c'est très rapide à faire. Et ça me donne la faisabilité déjà de la pièce et de savoir si elle est intéressante et si je peux me lancer dedans. Lévi-Strauss dit que c'est que tout modèle réduit a vocation esthétique. Et que donc effectivement, ça inverse un peu le processus de la connaissance, c'est-à-dire qu'au lieu d'opérer par partie, on voit l'ensemble le tout. Et que donc après on va décomposer.
effectivement, le jeu de manipulation, c'est aussi une manière de posséder Ouais. l'objet et de jouer. Mais par contre, là, il faut qu'elle soit très très précise parce que après, moi, je prends des cotes pour arriver à agrandir, par exemple, une pièce comme ça. Moi, j'essaie de sortir toutes les cotes. J'ai multiplié à l'échelle souhaitée de la sculpture finale. Et plus la maquette est précise et mieux le report est fidèle. C'est extrêmement difficile de revenir quand c'est en grand, de revenir sur une pièce comme celle-là, par exemple, qui est derrière nous. Là. Bon, une erreur de quelques centimètres sur les coupes, c'est très compliqué à reprendre et à modifier. Quelquefois, je fais une maquette en matériaux ou en inox ou en bois avec des, je sais pas, j'en ai quelques-unes là sur les étagères. J'essaye d'arriver à la matière, de faire la maquette dans la matière. Déjà, il y a une approche différente au niveau de l'esthétique finale de la pièce. Nous voici dans la forge de Vulcain, le divin boiteux. Alors rassure-toi Jean, si tu es divin, tu n'es pas boiteux. Et j'aime à parler. Ça commence. Ça commence. Ça commence Non, alors, avec les genoux. Bon. c'est peut-être de mauvais augure. Mais j'aime à parler de mythologie dans ce lieu. Parce qu'en fait, c'est Lévi-Strauss qui explique que la pensée du mythe est une sorte de bricolage. Donc, il rapproche le mythe du bricolage en disant qu'on travaille sur des objets de récupération, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et quand les recomposants sont des choses qui ont servi, mais qui peuvent servir à... Ils ont une nouvelle vie, ce sont nouvelle... des objets qui sont détournés parce qu'à partir de ces objets, on fait autre chose avec. Voilà, leur destination première, ça peut être une boîte de vitesse, ou ça peut être un moteur électrique, ou ça peut être ce qu'on veut. Mais quand on les réutilise, ça devient complètement autre chose. J'ai fait des études techniques à l'école Breguet, et à partir de là, c'est vrai que le goût de la mécanique et de la... c'est quelque chose d'assez présent dans ce que je fais. Donc j'étais passionné par ces formes avioniques et on les retrouve d'ailleurs dans certaines sculptures, ces choses un peu en pâle d'hélice, un peu en conque. On retrouve ces formes. Et puis un jour, il y a bien eu quand même un changement dans ton existence, une sorte de vocation, d'appel de voix intérieure pour changer de direction, se réorienter. C'est-à-dire que j'ai longtemps fait fonctionner les deux, c'est-à-dire ma profession d'électronicien et la création artistique. C'était deux mondes un peu isolés, donc il y a une partie qui était la partie salariale, quoi, la partie qui permettait de vivre, et une partie artistique qui permettait de rêver. Et puis
les deux sont prenants, c'est-à-dire que en électronique, si on ne s'investit pas complètement à lire des revues, à se mettre au courant des nouvelles technicités, des nouvelles technologies, on perd très vite ses capacités. Et l'art, c'est pareil, si on s'y investit pas complètement, ça n'a pas vraiment de sens. On est toujours en train de piétiner, on n'avance pas, quoi. Et je pense qu'intellectuellement, le choix s'est fait comme ça progressivement, c'est-à-dire que je me désintéressais de la partie électronique pour m'intéresser de plus en plus. Et à un moment, il a bien fallu que je fasse un choix, et donc j'ai basculé, j'ai cessé complètement les activités professionnelles, et je suis basculé en tant qu'artiste, quoi. J'ai été m'inscrire en tant qu'artiste. Bah, ça c'est quelque chose que j'avais envisagé il y a quelque temps. On m'avait proposé d'exposer dans un cloître à Albi. Je ne me rappelle plus le nom du cloître, mais c'était quelque chose de plus grand que ça. Avec des voûtes, enfin le vrai cloître, quoi. Et je me sentais un peu petit pour vraiment prendre l'ensemble, la dimension du cloître à moi tout seul. Et j'avais envisagé les peintures oriflammes de Bernard, qui seraient balancées dans les ogives et tout ça, je pense que ça aurait été... Bon, le truc c'est pas fait, j'en ai même pas parlé à Bernard, et là je me retrouve avec lui aujourd'hui, je trouve que c'est... Bon, c'est bien, bon, il est pas là, c'est dommage. Et... Bon, je suis quand même avec lui, c'est bien. Là, c'est le bruit, c'est les étincelles, c'est la persévérance, c'est l'endurance, ouais. Il y a un peu un combat, là. C'est un combat, c'est un peu du forçat de la matière. Ouais, ouais. Mais ce combat, c'est un peu aussi un combat avec toi-même. Ouais, c'est ça. Quelquefois, je dis que que la sculpture et la ferraille, c'est presque, comment dire, c'est les limites du combat. Et alors pourquoi avoir choisi le métal plutôt que le bois, plutôt que la pierre? Est-ce que tu vois une différence dans la démarche de création? Ah, tout à fait. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que
Le bois, la pierre, ce sont des techniques par enlèvement successif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la taille directe. C'est-à-dire qu'on part d'un bloc, et dans ce bloc, on enlève des morceaux pour arriver à l'élément, enfin la sculpture qu'on veut faire. La tôle, enfin l'acier, le métal, c'est une démarche complètement inverse. C'est-à-dire qu'on construit, on part d'un élément, on en rajoute, et puis on construit. Donc on va vers une évolution, je dirais, positive. C'est pas péjoratif quand je parle de négatif pour la partie par enlèvement successif, mais c'est un peu ça pour moi. C'est-à-dire qu'on diminue quelque chose pour arriver à la forme, alors que l'autre c'est expansif. Et au niveau intellectuel, je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'expansion que dans la taille directe. Je pointe avec des points de soudure pour avoir l'idée de ce que ça va donner. Donc avant de faire des cordons de soudure définitifs, je pointe et je regarde si la pièce elle est viable, si elle correspond à la maquette. À ce niveau-là, on peut encore jouer, on peut encore modifier une pièce, couper. Mais après, une fois qu'on a fait les soudures partout, là, alors d'abord la soudure ça fait un bourrelet, c'est pas très très beau, ça fait des éclaboussures partout. Enfin, moi j'appelle ça une boîte de conserve, ça devient complètement insignifiant et on a beaucoup de mal à retrouver l'idée. Donc à partir de ce moment-là, quand on commence à brosser à éliminer les soudures et à faire ressortir les arêtes, les lignes, dès qu'on commence à voir les lignes, là on commence à retrouver la forme de la sculpture et ce qu'on a voulu faire. Mais il y a un passage qui est un peu ambigu où on se dit bon on continue pas quoi. Et là faut vraiment se battre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer ce cap de se dire bon à quoi bon. C'est raté. Et puis, petit à petit, on retrouve la sculpture. Mais alors là, c'est long, c'est des meulages qui sont longs, c'est des opérations qui sont fastidieuses et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la création. On est ouvrier spécialisé, on est je sais pas quoi, là, on est plus dans la création. Alors, ton travail de sculpteur utilise souvent des objets de récupération. Alors, est-ce qu'il y a une véritable esthétique du glanage ? C'est intéressant la récupération parce qu'il y a des pièces qui ont des formes extrêmement sensibles, extrêmement belles par elles-mêmes et qui serait dommage de les laisser dans un tas sur le bord du chemin. Donc c'est vrai que la récupération, c'est quelque chose que je traîne depuis longtemps. Notamment quand j'ai abordé ce thème de l'archéologie future, où je me projetais dans le mental d'un archéologue dans 4 ou 5 000 ans, quand il cherchera, il fouillera le sol. La couche correspondant à la civilisation, il y aura davantage d'engrenages, de boîtes de vitesse, de saloperies comme ça que de pièces, que d'œuvres d'art, quoi. Et donc c'est ça un petit peu ce qui caractérise. Donc c'est vrai que la récupération, c'est quelque chose qui m'accompagne, notamment dans la série des ennoyages. L'ennoyage, c'est un terme archéologique qui définit le moment où un objet posé sur le sol, petit à petit s'enlise dans le sol par les feuilles qui tombent par-dessus, qui se transforment en humus, et bon, petit à petit l'objet disparaît. Et j'ai constaté ça en essayant de récupérer un garde-boue en ferraille, toujours la récupération, qui était sur le bord de la route comme ça, et ce garde-boue, c'est un garde-boue de vieille voiture où on met la roue de secours dedans, donc il y a une espèce d'alvéole en creux, puis le garde-boue en plein. C'est une belle forme. Et en voulant récupérer ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait la moitié qui était déjà dans le sol. Très, très belle image que ces déchets de la technique, de la mécanique qui sont enfouis dans le limon et donc qui appartiennent à la terre-mère qui est gardienne de la mémoire.
L'atelier, c'est un lieu de solitude, de recueillement. De recueillement, je sais pas, mais de solitude en tout cas. Il y a des étapes de réflexion sur la sculpture où j'ai besoin vraiment d'être seul. Alors autant, quand on parlait de la phase boîte de conserve, il faut meuler tout ça, qu'on est ouvrier, meuleur, là il peut y avoir quelqu'un qui me regarde, ça me dérange pas. Autant dans la partie réflexion, j'ai besoin d'être seul. Oui, ça fait partie aussi du mystère de la création, de cette... Oui, alors il y a cet aspect-là. C'est vrai qu'il y a une espèce d'intro, enfin on est introverti, quoi. On est seul avec nous-mêmes, avec nos rêves. Et c'était l'occasion aussi de permettre cette rencontre de deux artistes. Et puis, dès que c'est fini, on n'a qu'une envie, c'est d'être extraverti, d'aller montrer ce qu'on fait, et de cavaler partout, essayer de montrer. Donc on est à la fois introverti, extraverti. D'où l'intérêt aussi de faire des expositions et d'aller à la rencontre des autres et à la rencontre de la réception. Mais je crois que c'est indispensable, parce que, je sais pas, mais il me semble que quelque chose de réalisé ne peut prétendre être une œuvre d'art qu'à travers le regard des autres. Oui, à l'autre bout de la chaîne, en fait, c'est le promeneur, le contemplateur qui crée l'œuvre. Ensuite, tu choisis tes matériaux, tu emploies beaucoup l'acier Corten. L'acier Corten, je joue essentiellement, enfin je sais pas si tu as vu dans l'ensemble de ce que je fais, je joue énormément sur les contrastes. Alors c'est des contrastes de couleurs, donc le noir, le blanc, acier et puis acier inoxydable brossé. C'est le doux, le rugueux, c'est le poli, le mat, enfin bon, je joue sur tout un tas de rapports de contrastes de ce style. Et c'est vrai que l'acier Corten, c'est un acier qui tient dehors, qui prend un aspect de patine rouillée. Et la rouille reste en surface, elle ne pénètre pas, et donc l'objet peut rester dehors sans se détériorer. Et l'acier inox, c'est pareil, c'est un acier qui tient très bien dehors. Donc on arrive à faire des pièces d'extérieur dans deux matériaux qui tiennent les éléments extérieurs. L'homme qui était sur ses deux pieds et qui a pris conscience qu'il était une bête verticale, quand il a voulu faire ou une œuvre architecturale ou une œuvre sculpturale, je ne sais pas exactement, il a commencé par lever une pierre et la mettre debout. Donc la verticalité, je crois qu'elle est chez l'homme depuis très très longtemps, et c'est quelque chose, chaque fois qu'on fait une stèle, qu'on fait quelque chose, que ce soit une obélisque, que ce soit n'importe quoi, c'est vertical. Oui, les stèles d'ailleurs sur les tombeaux, la partie dressée représente l'homme debout. Et c'est d'ailleurs une formule de Rabelais. L'homme, c'est la pierre vivante. Et donc on sent cette animation et cette vie qui s'empare constamment de tes sculptures. Oui, on sent bien la lettre de la verticalité, de cet élan ascensionnel. Mais d'un autre côté, à l'opposé de cette forme ascensionnelle ou transcendante, eh bien, il y a aussi le creusement, le mouvement vers le bas, la descente, la quête de ce qui est enfoui. Tu vas aussi creuser la terre, un archéologue qui va chercher des strates géologiques et qui va
qui va aller profond. Et je pensais aussi à Cézanne ou à Brancusi qui disent à peu près la même chose. Cézanne disait qu'il ne pouvait peindre la surface que s'il connaissait les couches géologiques profondes. Tu éveilles cette vie de la matière en creusant profond. Oui, enfin, c'est vrai que mes recherches au niveau du dessin, au niveau de l'inspiration, ça part beaucoup de la géologie. Et alors, quand on va plus loin que le simple coup d'œil du paysage, on essaye de savoir exactement comment ça se passe et comment sont organisées les couches et tout ça, ça devient passionnant. Et c'est à partir de là que moi je dessine beaucoup les falaises, je dessine beaucoup les accidents en fait de cette terre. C'est ce genre de choses que j'essaye de retraduire dans les sculptures. C'est-à-dire que tous ces clivages, toutes ces pénétrations de blocs les uns dans les autres, toutes ces cristallisations, c'est très minéral l'inspiration. La pièce, la colonne, là, c'est une colonne moraine, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect glacial de l'inox. À un certain niveau, il y a tout le côté où les blocs, l'imbricosité des blocs qui représente la fin du glacier, et puis la roche, la base rocheuse. Et les mobilités se font par déplacement des pièces. Les pièces sont posées, donc on peut jouer sur cette fameuse ligne de lumière, là, par proximité. Genre... Oui, bah c'est vrai que... Donc tout ça c'est creux. Et il me semble que ces portes, eh bien, elles sont porteuses de la sacralisation qu'on peut mettre dans tous les seuils, c'est-à-dire avant d'entrer dans l'espace sacré. Le passage. Hein, comment on découpe un espace sacré. Et d'ailleurs, la racine grecque de templum, eh bien, c'est ten, c'est la découpe. Donc, on découpe un espace sacré. Alors là, il me semble que nous sommes devant des découpages d'aires sacrées ou observer les signes. Alors ça, par contre, chez moi, ça n'a rien de religieux, ce genre de recherche. Ce sont des portes, effectivement. Bon, la porte permet de passer d'un endroit à un autre, d'une lumière à une obscurité, de délimiter quelque chose. Mais il y a également toute la projection de lumière à travers la porte qui fait un découpage d'ombre sur le sol. Et tout. Bon, c'est tous ces éléments-là qui m'intéressent. C'est-à-dire, j'entendais par, pas vraiment le terme religieux, mais plutôt quelque chose de sacré mais qui pourrait être le découpage d'un espace qui devient réceptacle de la lumière. Et comment l'ombre, justement, le travail sur l'ombre, faire de la clarté, prépare cette épiphanie de la lumière dans ses fentes et dans ses portiques.
l'ombre portée, c'est toujours quelque chose de fascinant, parce qu'en fait, tu aimes bien associer des éléments contraires, et c'est vrai que ça a une fonction métaphorique qui est contraire, c'est-à-dire que l'ombre portée marque l'existence, la concrétude d'un corps, et en même temps, c'est quelque chose de parfaitement intangible, et donc on s'en sert souvent pour évoquer l'âme. Alors, je pensais bien sûr aux dolmens aussi dans ces figures. On avait parlé des menhirs, mais les dolmens aussi, c'est l'horizontalité. Et dans le dolmen, il y a toujours un petit trou dont on dit que c'est le passage de l'âme, l'âme qui s'échappe. Voilà. Alors, sans que ce soit une vision religieuse, c'est quand même une vision de l'au-delà, de ce passage. Le dolmen, pour moi, c'est la deuxième étape architecturale. On a parlé tout à l'heure des monolithes verticaux qui sont les menhirs. Le dolmen, je ne sais pas si c'est l'homme qui a inventé cette structure à deux verticalités et une horizontalité, ou s'il l'a vu dans la nature, dans des éboulis quelconques. Mais pour moi, c'est la deuxième étape architecturale, c'est-à-dire que c'est vraiment le linteau, déjà le départ du linteau et des colonnes, des piliers qu'on a retrouvés partout dans les monuments antiques. Et il y a aussi ce rythme de l'œuvre qui fait que tu commences par le monolithe, et puis les figures géminées qui sont assez fréquentes dans ton œuvre, et puis après on arrive au polyptyque, cette espèce de un et multiple. Alors tu as employé un mot à plusieurs reprises qui est très présent dans ton œuvre et dans les titres en particulier, c'est la fracture, la brèche, la faille sinueuse, donc tout ce qui est fractal aussi. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est la fracture, la brèche? Une fracture d'abord, c'est quelque chose qui est cassé, qui nous ramène aux ruines déjà. Mais ça va plus loin, je pense, que la fracture au niveau géologique, c'est quand même là que c'est développer les formes de vie. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important, la fracture. C'est quelque chose qui peut abriter la vie. Et puis bon, de là, on délire, on en arrive à en faire dans la sculpture, à jouer avec ces fractures. Et en fait,
De là, je suis parti à des fractures peuvent se dissocier, c'est-à-dire que les blocs peuvent jouer l'un par rapport à l'autre, on augmente ou on rétrécit cette fracture pour laisser passer plus ou moins la lumière et jouer avec des transparences comme ça. Ce serait plutôt une ouverture à l'épaisseur des choses, à l'épaisseur du monde, plutôt qu'une brisure ou qu'une faille. Au début, je m'intéressais beaucoup aux plans. Aux plans, ils étaient doubles, ils étaient triples, mais souvent doubles. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des formes un peu globiques, parce que c'était les plans qui m'intéressaient. Puis je me suis rendu compte petit à petit que c'était ce qui se passait au travers dans la fissure elle-même. C'est ça qui était le plus important pour moi, c'était la lumière qui passait, les ombres qui en découlaient. Et donc c'est cette fracture qui est devenue prépondérante. Oui, une sorte d'entre-deux, avec l'énigme de ce que c'est que l'entre-deux. Ouais.
Une de tes sculptures porte le beau titre de Genesis, et c'est une fontaine. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect de démiurge, de création? Tu dis que à partir du chaos informel, tu pars vers un élan vertical en utilisant les variations sur les formes, sur les lumières et en tenant toujours compte de la sensualité, de l'aspect tactile. Genesis, c'était un projet qui était rentré dans le cadre du 1%. Et l'ensemble du bâtiment dans lequel il était installé était sur la base d'hexagones. C'est-à-dire toutes les salles de classe étaient hexagonales, autour d'un patio hexagonal. Et j'ai imaginé que la sculpture que j'allais faire, elle serait un morceau d'hexagone qui serait tombé là, qui serait à l'origine de tout le reste. Et donc qui est tombé dans l'eau, parce qu'il y a un bassin, et donc il y a un mélange effectivement de matière, d'eau, de mouvement, parce que cette fontaine tourne sur elle-même sur des pivots, donc qui sera à l'origine de tout le reste du monde. Et c'est vrai qu'il y a un jeu dans la sculpture elle-même, il y a des parties qui sont comme des miroirs, des parties polies. Et puis au milieu, il y a toujours cette espèce d'amas, de chaos, de blocs, qu'on pourrait croire désordonnés, mais en fait qui correspondent quand même à des lignes. Et puis le tout se termine par des broches verticales, qui pour moi serait comme un trait de dessin, c'est comme la trajectoire, style BD, la trajectoire de la pièce qui serait tombée là. Tes titres sont toujours d'une grande richesse et toujours une rêverie sur les éléments ou sur les formes. Alors comment conçois-tu le titre? Est-ce une manière de préfiguration ou plutôt une manière de signature, d'achèvement? Il y a deux cas de figure. Il y a des titres qui sont venus après coup. Je me rappelle notamment des sculptures moraines où j'avais fait ces plans verticaux en inox, et puis en bas il y avait une espèce de chaos de blocs, et puis une masse plus noire en bas. Et naturellement m'est venue l'idée de moraine, c'est-à-dire du glacier qui s'arrête avec tout cet agrégat de blocs en bas du rocher, quoi. La bolide quaternaire, bon, c'était évident, je suis parti avant avec l'idée que j'allais utiliser un gros engrenage de pont arrière de camion pour refaire une espèce de monite. Donc, il y a beaucoup de notions fractales. Alors évidemment, le fractal, c'est une équation mathématique. Et je l'utilise parce que le mot est beau et ça correspond pas vraiment à son sens originel. Mais c'est plus joli que fracture, fractal. J'associe toujours deux mots, enfin c'est très très fréquent deux mots, et qui n'ont quelquefois pas grand chose à voir. Une traverse d'ombre, je sais pas ce que ça veut dire. Traverse, ça donne un peu l'idée de passage. Passage de l'ombre, bon, plutôt un passage de lumière. Alors une traverse d'ombre, je sais pas, mais je trouve ça sympa.
Et alors c'est amusant parce que les titres comme ça, j'essaye de cacher derrière des titres un peu absconses les choses, mais quand on fait la synthèse de tous les titres, il y a des évidences qui s'installent. Voilà. Il y a beaucoup d'écho et de résonance d'un titre à l'autre. Et quand on a la totalité des titres, on se cache plus là. Voilà, l'œuvre est à nu. C'est net. Dans certaines formations géologiques, il y a des nodules quelquefois dans les parois, comme ça. La lave a coulé d'une manière plus ou moins homogène. Et de temps en temps, il y a une espèce de nodule qui apparaît, qui est une inclusion de matières différentes. Et bon, c'est un petit peu ça le point de départ de ces traversées-là. Une cristallisation qui s'est faite par hasard et qu'on découvre quand la roche est mise à nu par un accident quelconque géologique. Ça, c'est la maquette de Montauban. Celle derrière, c'est celle du Japon, qui fait 5 mètres 40. Tu exerces quand même une grande colère contre les nouvelles formes de la barbarie contemporaine. Absolument, oui. Bon, là, on a un exemple qui est le pape. Je considère que le pape n'est pas dans son rôle dans certaines prises de position, sur notamment le préservatif. Et là, j'exorcise un peu, mais le problème en faisant une caricature, alors la façon de Bacon. C'est-à-dire que Bacon, il a peint le pape, enfin, Velázquez a peint le pape Léon X. Bacon est parti du dessin, de la peinture de Velázquez pour faire ces prélats, la bouche ouverte, hurlant à la mort. Et là, je suis parti un petit peu des travaux de Bacon pour faire ce pape. C'est le deuxième de la série. Bon, le premier m'avait énervé un peu, celui-là m'exaspère. Voilà, donc c'est des coups de gueule, ça va pas loin, c'est confidentiel, j'expose pas, mais je fabrique. Ça c'est chouette, ça c'est
Et puis il y a eu les femmes afghanes. Il y a eu, oui, la condition des femmes afghanes qui m'avait un peu révolté, et donc j'ai travaillé pas mal sur ce thème. Les recluses. Les recluses. J'ai fait Mais il y a également Srebrenica, où là j'ai le charnier ordinaire, qui est quand même quelque chose de révoltant, c'est qu'on laisse faire les choses et après on essaye de trouver les responsables. Enfin, bon, ça m'exaspère, donc c'est ce que j'appelle les coups de gueule. Il y en a d'autres, il y en aura sûrement d'autres. Mais ça me sert, ça va pas loin, puisque je disais que c'était confidentiel, mais moi ça m'aide beaucoup. Alors pour finir peut-être sur une note hugolienne, Hugo dit que les génies habitent les cimes et sont dans le sublime, mais qu'ils ont toujours une vallée d'amandier, vallée de miel, vallée de lait. Et moi, dans les yeux de Jean, eh bien, je lis la douceur des géants. Très bien.